Ben, je ne sais pas. Ils nous mettront en route quand on souhaitera. Ouais. Bon, ben, je vais y aller. Bonjour. Très heureuse de vous voir encore aussi nombreux. Nous allons, après une table ronde très littéraire, vous ramener les pieds très sur terre. Alors d'abord, je vous dois les excuses de Maître Baligan, le notaire, qui, pour des raisons médicales et personnelles, ne peut pas se joindre à nous. Donc nous allons, à la place d'une table plus ronde, faire un échange à deux. Alors, bon, moi je me présente pour le cas où quelques personnes encore ne me connaîtraient pas. Donc je suis Agnès Deveau, une des vice-présidentes du Cercle Condorcet. En principe, vous m'avez tous écrit ou envoyé des messages Internet, puisque je m'occupe des inscriptions. Et donc je vous présente Maître Sauvage, qui est avocat au barreau de Paris, qui est avec un associé, M. Bruno Anatrella, membre d'un cabinet, Bax Avocat. Il est spécialiste en droit de la presse et en droit d'auteur, en droit sur les éditions. Alors moi, on devait avoir une classe du lycée Jacques Amiot, ici, dont la spécialité était juridique, qui devait venir assister, et puis pour des raisons d'emploi du temps, ça n'est pas possible. Je leur avais fait un petit schéma résumant les principaux morceaux de droit, mais je crois que je vais quand même vous le faire connaître. Donc d'abord, succinctement, le droit, qu'on a l'habitude d'écrire avec un grand D, celui-là, par opposition au droit, avec un petit d, qui sont divers. C'est un ensemble de dispositions officielles à caractère obligatoire, ce qui veut dire que si on ne les respecte pas, on peut être sanctionné. Donc ces dispositions sont valables à un moment donné, dans un état déterminé, et elles régissent le statut des personnes et des biens, ainsi que les rapports entre les personnes publiques et les personnes privées, rapports qu'elles entretiennent toutes entre elles. Donc, d'après cette définition, vous vous rendez compte que c'est l'ensemble du droit qui règle nos vies privées et nos vies publiques. En fait, c'est le but du droit de réglementer nos vies privées et nos vies publiques. Alors, bien sûr, on ne va pas vous exposer l'ensemble du droit, on n'aurait pas tout à fait le temps. Schématiquement, on pourrait dire que la vie privée est régie par le droit privé, la vie publique par le droit public, mais vous verrez que c'est plus complexe. Il y a des notions de frontières. Alors, le droit privé, bon, on y voit le droit civil, le droit social, le droit des affaires, le droit rural, le droit pénal, etc. En droit public, on voit le droit constitutionnel et le droit administratif, et chaque droit particulier régit les aspects qui sont dans son champ de compétences. Alors, pour vous donner des exemples de vie privée et vie publique régie par le droit privé, je vais vous parler un petit peu de droit des personnes et de la famille qui font partie du droit civil. Par exemple, votre nom est régi par le droit. Alors, vous savez qu'avant, c'était le
le nom du père qui prévalait pour les enfants. Mais depuis la loi du 2 mars 2022, on peut choisir de donner à son enfant le nom du père ou celui de la mère ou celui des deux parents, accolés dans un sens ou dans l'autre. Et depuis le 1er juillet 2022, on peut, au cours de sa vie, changer de nom une fois pour justement prendre, si on a le nom du père, prendre celui de la mère ou les deux accolés. Par contre, on ne fait pas toujours comme on veut, puisque le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi par des personnes jugeant que les circulaires qui imposaient que quand on prenait le nom des deux parents, il soit simplement accolé et pas du tout joint par un tiret, était illégal, a jugé que ces circulaires n'étaient pas illégales et donc, quand on donne le nom des deux parents, il faut adjoindre les deux noms, mais ne pas mettre de trait d'union, parce que sinon ça devient un nom unique et ce n'est pas la réalité des choses. Et donc un officier d'état civil pourrait refuser d'inscrire un enfant dont les parents mettraient un tiret entre leurs deux noms. Vous voyez jusqu'où ça peut aller dans notre vie à la fois privée et publique. Maintenant, je vais vous donner un petit exemple sur la filiation. Et notamment, il y a beaucoup de textes sur la procréation médicalement assistée. Et il y a aussi un problème récurrent qui sont les enfants qui sont nés de gestation pour autrui à l'étranger. Ces enfants, souvent, dans les pays où la gestation pour autrui est reconnue, à l'état civil sont inscrits au nom des parents d'intention. On appelle parents d'intention les parents qui ont demandé que l'enfant soit porté par une mère porteuse et qui ensuite élèvent l'enfant. Mais en France, comme la GPA elle est interdite par la loi de 1994 sur le respect du droit humain, la loi de 2021 relative à la bioéthique n'admet la retranscription d'un acte de l'état civil étranger pour un enfant né de GPA qu'au nom du parent biologique, quand il y en a un, puisque par GPA, il peut y avoir soit un parent biologique, soit même pas du tout. Donc, quand il y a un parent biologique, la France admet de retranscrire l'état civil de l'enfant au nom du parent biologique, et quand il n'y en a pas du tout, il n'accepte pas de le retranscrire. Il faut que les parents d'intention adoptent l'enfant qu'ils veulent élever. On a aussi une intervention qui est en ce moment très en débat, c'est le problème de la fin de vie. Qui décide que notre vie doit s'arrêter? Donc on avait la loi de 2016, loi Claes-Leonetti, qui permet de recourir à la sédation profonde. Et donc c'est le médecin avec la famille qui décide pour nous. Donc actuellement, il y a des débats pour savoir si on peut avoir recours à le suicide assisté. On pourrait aussi parler de problèmes de droit de vie privée en matière professionnelle. Le droit définit ce qu'est un salarié et ce qu'est un travailleur indépendant. Et vous avez sûrement entendu parler de toutes les polémiques sur les chauffeurs Uber et les livreurs d'Uber Eats et Deliveroo qui revendiquent le statut de salarié alors que leurs entreprises veulent que ce soit des auto-entrepreneurs parce que ça leur évite de leur donner des congés payés et des tas d'autres avantages sociaux.
Eh bien, il y a la Cour de cassation, dans de nombreux arrêts, elle a décidé que le statut de travailleur indépendant était fictif et a reconnu que ces personnes qui travaillaient pour ces entreprises étaient des salariés. Donc vous voyez, en droit privé, il y a beaucoup de choses qui interviennent dans nos vies à tous les moments de notre naissance pour le nom, à notre fin de vie, en passant par notre vie active. Alors ensuite, en droit public, on a surtout le droit administratif, donc avec son code électoral, par exemple, c'est lui qui décide si vous pouvez être électeur et si vous pouvez être élu. Et puis, il y a le droit constitutionnel, qui s'intéresse à l'organisation de l'État. C'est moins directement en rapport avec notre vie privée, dirons-nous. Quoique, le préambule de la Constitution assure la garantie des libertés et des droits fondamentaux. Ce préambule y fait référence à 3 sources. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de l'environnement. Le Conseil constitutionnel contribue largement au respect de ces droits parce qu'il a défini un bloc de constitutionnalité auquel les actions de l'administration doivent être jugées. Et parmi ces droits fondamentaux qui sont si importants figure le droit à la vie privée. Et donc c'est là que nous allons en venir et que je vais interroger Maître Sauvage pour savoir comment ça se passe. Donc, où est-ce qu'il y a le terme de vie privée dans les textes et est-ce qu'il y a une définition précise de ce droit à la vie privée? Bonjour à toutes et à tous. Pour vous répondre, un grand nombre de textes dans nos lois, fort nombreuses aussi, évoquent la vie privée. On a décidé de se concentrer sur un de ces textes, qui est, il a été cité ce matin, l'article 9 du Code civil. En précisant donc en préalable que, de façon totalement arbitraire, on a décidé de restreindre notre propos à ce texte, et donc en précisant simplement pour donner un panorama, qu'il existe des textes de nature pénale qui vont incriminer des comportements ou des circonstances particulières. Voilà. Mais pour ce qui nous intéresse, effectivement, pour ce dont on souhaite vous parler, l'article 9 du Code civil, qui énonce, ça a été dit aussi ce matin, qui pose le principe que, je cite, « chacun a droit au respect de sa vie privée ». C'est formulé en ces termes. Et donc, la première difficulté d'apparence, pour vous répondre précisément, c'est que, comme souvent en matière civile, la loi énonce un principe, mais n'est pas plus précise ou éclairante. Ce sont en fait les tribunaux, dans l'application de la loi, dans les cas dont ils sont saisis et qu'ils doivent trancher, qui sont venus tracer le périmètre de ce qui doit être considéré comme une information relevant de la vie privée. La loi fixe un cap et la cuisine, l'intendance, en quelque sorte, ce sont les tribunaux. Mais avant d'aller plus loin, un mot sur l'article 9, pour vous préciser que c'est un texte qui est voté en 1970. C'est inséré dans notre législation en 1970. Et c'est intéressant parce que sur le contexte, quand on regarde les débats parlementaires, ce qui nécessite un certain courage parfois, faut le reconnaître, sauf à ce que ce soit son métier, ce texte est voté en réaction
apprend-on donc, comme cela s'est dit dans l'hémicycle en 1970, en réaction au développement dans la décennie précédente, les années 60, de ce que nos parlementaires appelaient alors une presse populaire à sensation d'influence anglo-saxonne. Et ça suscite cette réaction dont il faut le dire, d'un point de vue géographique, elle est assez franco-française. En tout cas, elle est franco-française, comme toutes les règles juridiques dont on parle, mais en tout cas que je connais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la législation française se caractérise par la force et l'intensité avec laquelle elle protège cette notion de vie privée. Et ça nous distingue de nos voisins européens et de nos voisins plus lointains anglo-saxons. Sur le droit à la vie privée, que recouvre-t-il? Alors, ce qu'on appelle la sphère protégée. Quelles sont concrètement les informations qui sont protégées au titre de la vie privée? Comme je l'ai dit, ce sont les juges, au fur et à mesure des contentieux, qui sont venus tracer le périmètre de ce qui doit être protégé. C'est assez intuitif à cet endroit-là, je pense. Le cœur de la notion, le cœur de la protection, c'est ce que j'appelle les 3 S pour santé, sentiment et sexe, qui sont d'une certaine façon ce que juridiquement on va considérer comme l'intimité de la vie privée, et donc ce qui fait figure de notions peut-être le plus protégées. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a, entre guillemets, ce qui va autour ou à côté, parce que la vie familiale est concernée également, la vie amicale, les loisirs sont des notions dont les juges nous disent ça appartient à la sphère protégée par l'article 9. Les croyances ou les opinions, croyances religieuses, opinions politiques, appartenance syndicale, sont des notions qui sont protégées au titre de la vie privée. Et en dernier lieu, sans être exhaustif, mais pour donner des grandes lignes, ce que je qualifierais de précision intrusive, c'est-à-dire que l'adresse du domicile d'une personne, son numéro de téléphone, sont également protégés au titre de l'article 9. Et sur ces notions, on peut faire un pas de côté en précisant qu'elles font l'objet depuis récemment d'une protection pénale spécifique qui réprime la révélation de ce type de données qui permettent d'identifier quelqu'un. Disposition qui a été votée en réaction à certains débordements qu'on peut constater sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc, sur cet aspect numérique qui a été évoqué et qui est évidemment un très très grand sujet quand on s'interroge sur la vie privée. Alors, c'est très jargonnant parce que on ne traduit même plus maintenant, et donc cette pratique de révéler des précisions intrusives, alors avec une intention de nuire, pour qu'une action pénale soit possible, il faut caractériser une intention de nuire, ce qui n'est pas forcément évident. Ça s'appelle le doxing, les anglo-saxons appellent ça le doxing, et c'est comme ça qu'on vise, on reprend le terme, et donc on a érigé une infraction pénale spécifique à l'été 2021, donc c'est assez récent. La loi s'adapte à ce qui se passe dans la société. Est-ce que ce droit est absolu ou est-ce qu'il peut être contré par un autre droit? Exactement, c'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté parce qu'en réalité, le droit à la vie privée est un droit de valeur constitutionnelle. Donc, ce qu'il y a de plus élevé quand on raisonne d'un point de vue franco-français. Après, vous avez les normes européennes, internationales, mais d'un point de vue français, ça a une valeur constitutionnelle, c'est la valeur la plus élevée qui soit. Mais effectivement, on a par ailleurs la liberté d'expression, dont une composante est la liberté d'information
et le droit à l'information, qui ont également une valeur constitutionnelle. Donc on est bien embêtés, nous les juristes, parce que on préfère les choses simples, et si on prend cette métaphore de la balance de la justice, en vérité, si vous mettez la vie privée d'un côté et le droit à l'information de l'autre, ils ont la même valeur, une valeur constitutionnelle très forte, mais du coup, la balance reste équilibrée, et on ne peut pas, par définition, par principe, par anticipation, décréter que tel droit va nécessairement l'emporter sur tel autre. Donc en réalité, on est juridiquement dans une casuistique. C'est ce qui fait l'intérêt de la matière, c'est ce qui fait un peu son éparpillement aussi, et parfois un manque de lisibilité, clarté ou prévisibilité, mais c'est au cas par cas des affaires qui leur sont présentées que les juges vont réaliser cet arbitrage, cette mise en balance, donc c'est le terme juridique consacré, entre le droit à l'information et le droit à la vie privée. Et est-ce que toutes les personnes ont même droit à leur vie privée, ou est-ce que certaines personnes sont moins protégées? Alors, ici, je pense qu'il faut distinguer théorie et pratique. En théorie, nous sommes tous égaux devant la loi, et tout le monde bénéficie de la même façon du principe de la protection de sa vie privée. Sauf que dans la pratique, différentes catégories de personnes vont être plus souvent exposées à des intrusions dans leur vie privée. Les personnes exerçant des responsabilités, au premier rang desquels les hommes politiques, les femmes et les hommes politiques, les chefs de grandes entreprises, les personnes exerçant des responsabilités, et puis évidemment les célébrités. Et donc elles, en fin de compte, voient un rétrécissement, dans certains cas, qu'on va essayer d'expliquer, un rétrécissement de la protection de leur vie privée. Vous allez pouvoir nous donner des exemples de comment se règle donc la frontière entre liberté d'expression et droit à la vie privée pour justement certaines de ces personnalités? On va donner quelques exemples. En posant le cadre général, on a vu rapidement la sphère des informations protégées. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas parce qu'une information est protégée au titre de l'article 9 qu'on ne peut jamais la révéler. On le sait très bien. On l'a vu dans les images qui nous ont été projetées en introduction, qui étaient très intéressantes. On voit bien dans la pratique qu'il y a des tas d'informations qui relèvent de la vie privée et qui pour autant sont communiquées. Donc, une information protégée, juridiquement, il faut identifier dans quel cas est-ce qu'elle peut être diffusée. Et schématiquement, on a deux cas, principalement. On ne va pas être exhaustif, mais il s'agit de préserver notre futur pause-déjeuner. Principalement, on distingue deux cas qui permettent de diffuser ce qu'on appelle une information protégée. Le premier cas, c'est si cette diffusion a lieu avec l'accord, avec l'autorisation de la personne concernée. Si la personne communique, et on a vu que c'est une tendance, effectivement, ces influenceurs qui, effectivement, vivent en direct sur Internet, c'est un peu gênant. Si c'est librement consenti, juridiquement, c'est correct. À condition qu'il y ait un consentement de toutes les personnes qui sont concernées par les informations qu'on diffuse. Ça, c'est un point que, parfois, certaines personnes négligent. Il faut faire attention à ce que j'appelle les victimes collatérales. Si une information de vie privée concerne deux personnes, il faut une autorisation des deux pour que cette information puisse être révélée. Pour ce premier cas de figure, le consentement de la personne, qui est juridiquement celui que l'on préfère, parce qu'on a une autorisation, donc les choses sont claires, les choses sont nettes. Ce qui est très intéressant, c'est le deuxième cas, dans lequel les tribunaux sont venus dire on peut révéler une information de vie privée, et qu'ils ont théorisé avec la notion d'information légitime du public.
Et ce cas-là est très intéressant parce que on est dans une situation où on ne recueille pas l'accord de la personne, mais on diffuse une information qui relève de sa vie privée. Donc, on s'expose à un risque de procès. Si cette personne estime qu'il y a une atteinte à sa vie privée et qu'elle décide de porter l'affaire en justice, auquel cas, justement, le juge doit faire cet arbitrage dont on a parlé. Et pour comprendre, je pense, cette notion d'information légitime, c'est plus simple de raisonner par l'exemple. On a un cas jugé dans lequel avait été révélée une liaison entre l'alors ministre Jean-Louis Borloo et la journaliste Béatrice Schoenberg, qui présentait un journal télévisé à 20h. Et la nature de la publication ne s'arrêtait pas à révéler leur vie sentimentale, et ne rentrait pas dans les détails d'ailleurs, mais cette publication s'interrogeait sur la répercussion justement de cette liaison sur le travail journalistique de la présentatrice du journal télévisé, et de savoir si on avait une présentation objective de l'action gouvernementale, et précisément de l'action de ce ministre, dans le JT de celle qui était sa compagne. Et donc dans ce cadre-là, les juges ont dit oui, c'est une information légitime, et le ministre et la journaliste qui avaient attaqué pour atteinte à la vie privée ont perdu leur procès, parce que on a considéré que dans ce cas de figure-là, c'est le droit à l'information qui devait prévaloir. Un peu plus près de nous, on a cet exemple que peut-être vous avez en tête, de cette publication qui avait révélé le salaire du coiffeur de François Hollande. Un montant non négligeable pour une tâche que chacun est libre d'apprécier, mais ne soyons pas offensants. Et c'était pas l'objectif de la publication. Si j'avais communiqué en ces termes, je serais probablement, si je communiquais largement en ces termes, je serais probablement condamné pour atteinte à la vie privée, parce que la publication s'interrogeait sur le coût de fonctionnement de l'Élysée et les économies qu'on pouvait éventuellement y faire, justement parce que François Hollande, alors candidat, avait formulé des promesses de réduction de ce coût, de ces coûts de fonctionnement de l'Élysée. Et donc, dans cette perspective-là, les juges ont considéré que c'était une information légitime et que le droit à l'information devait prévaloir. Ce qui nous permet de voir, alors c'est très rapide et on s'est limité à 2 exemples d'informations légitimes. Je vous donnerai rapidement 1 ou 2 exemples où les juges ont considéré qu'il y avait atteinte à la vie privée pour justement faire la comparaison. Mais sur l'information légitime, on voit que ce qui est important, c'est l'article, c'est la publication qui est faite, et c'est sa finalité. Donc en fin de compte, c'est pas tant l'information de vie privée que ce qu'on en fait. Parce que si je me limite à l'information de vie privée, ça va pas caractériser une information légitime. Si je fais un article pour dire, je reviens sur Borloo-Schoenberg, si je fais un article pour dire Jean-Louis Béatrice, la love story, a priori, on n'aura pas d'information légitime là-dedans. Donc, c'est ce que je fais de l'information de vie privée qui permettra d'obtenir l'onction, le terme est peut-être pas très approprié, la validation par les juges de ce que j'ai fait. Parce que c'est ça la grande difficulté, le grand risque sur l'information légitime, c'est que je publie et que je me soumets à la possibilité de l'arbitrage du juge, si tant est qu'il soit saisi. Alors, pour un exemple négatif, il a été évoqué ce matin, c'est intéressant. C'était effectivement, moi je mets de noms, je donne les détails parce que si on veut comprendre la décision de justice, il faut le faire. D'ailleurs, ça a été dit. Quand est révélée la liaison entre François Hollande et l'actrice Julie Gaillet. Cette publication est attaquée par l'actrice. C'est important de le préciser.
Parce que, justement, les nécessités de l'information ne vont pas être les mêmes, évidemment, à l'égard du président de la République qu'à l'égard de sa compagne, alors d'une de ses compagnes, s'agissant de ce président de la République, voilà, qui ne joue officiellement aucun rôle public. Et le média s'était défendu en disant je fais cette publication parce que cette liaison pose la question de l'absence de statut dans notre droit de la Première Dame de France. Ce qui pourrait être effectivement une réflexion légitime. Sauf que les juges répondent à ça que ce point de vue-là, cet aspect-là, n'est pas évoqué dans l'article. Donc, ça, c'est la défense a posteriori de l'avocat qui essaye de se raccrocher aux branches. On fait notre travail, mais si c'est pas dans l'article, les juges disent que ça ne peut pas être une information légitime. Et sur le deuxième argument, qui était intéressant aussi, c'était de dire, pour le média, que la légitimité, c'était la question de la sécurité du président de la République. Parce que c'est ce qui a été dit, c'était ces escapades nocturnes à scooter. On pourrait se croire à Rome dans les années 50, même si la machine n'était pas tout à fait la même. Donc la question de la sécurité, effectivement, parce qu'on n'était pas tout à fait dans l'application des règles protocolaires que la sécurité de notre président impose. Là, la situation du média a été moins mal fichue, mais pas suffisante. Il y avait un petit encadré. Et la sécurité du président dans tout ça. Ce à quoi le juge répond donc qu'on est sur un reportage photographique de 6-7 pages et que, à la toute fin, pour caler un trou dans la maquette, il ne le dit pas, mais je suis mauvaise langue, on a un tout petit encadré de 5 lignes et demie. Autrement dit, les juges considèrent que c'est pas l'axe, c'est pas la direction de la publication, et donc le média échoue à caractériser une information légitime vis-à-vis, et je termine là-dessus, vis-à-vis de la protection de la vie privée de l'actrice, qui obtient donc la condamnation du média. Voilà très rapidement ce que je pouvais essayer de dire pour apporter un modeste éclairage juridique. Est-ce que vous pourriez nous parler de la notion de complaisance ? Alors la notion de complaisance, rapidement, c'est très intéressant parce que dès l'instant effectivement où j'exerce des responsabilités, homme politique, ou bien je suis une célébrité, acteur, chanteur, etc., je vais subir une certaine médiatisation, je vais susciter un intérêt, et dans certains cas, il va effectivement y avoir un droit de savoir à mon égard. Et du coup, dans certains cas, je peux décider de communiquer volontairement. Et du coup, la difficulté, c'est que pour certaines personnes, il va y avoir parfois une médiatisation consentie. La virée à Disneyland de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, pour ne pas les nommer, c'était consenti. Parce qu'il y avait une meute de photographes autour d'eux, ils ne s'y sont pas opposés, ni lors de la prise de vue, ni avant la diffusion, ni à aucun moment, et pas plus par un procès postérieur. Donc, alternance de médiatisation consentie, et puis parfois de médiatisation subie. Eh bien, la médiatisation consentie, les juges vont appeler ça de la complaisance avec les médias, et ils en tirent juste la conséquence que, eh bien justement, il y a un affaiblissement de la protection de la vie privée des personnes qui ont, à certains moments, accepté cette intrusion dans leur vie privée. Et du coup, c'est important de le dire, ça ne leur referme pas la porte. Sur un épisode où ce ne sera pas consenti, ils pourront agir en justice, mais néanmoins, les juges diront, il y a cette médiatisation consentie passée, il y a cette complaisance. Autrement dit, je vais être plus regardant, la balance va pencher un peu plus du côté du droit à l'information, compte tenu de votre propre comportement.
Voilà bon, les exemples qu'on a pu vous donner. Bon, donc moi je vais résumer un petit peu ce qu'on s'est dit. Donc le droit à la vie privée, c'est un droit fondamental qui fait partie du bloc de constitutionnalité que le Conseil constitutionnel garantit. Le Code civil le définit dans son principe à l'article 9, mais pas dans ses modalités pratiques. Là, ce sont les juges qui interviennent. Et les juges, justement, ils sanctionnent les atteintes, alors en indemnisant avec des dommages et intérêts pour le plus souvent, ou sur le plan pénal, quand les atteintes sont graves, par des amendes et même des peines de prison qui peuvent être assez lourdes. Et puis quelquefois, par des saisies de documents, des suppressions de passages dans la presse, ou des publications obligatoires du jugement contesté. Voilà, je pense qu'on vous a fait un petit résumé, compte tenu de notre horaire. Et maintenant, on attend si vous avez des questions. Il y a une question sur notre gauche, je crois. Je ne sais pas où sont les micros. Sur notre gauche, mais en bas. Levez la main bien haut, pardon, pour qu'on vous voit. Je ne sais pas. C'est vrai qu'on a amorcé la séance des questions sans transition, mais c'était pour s'efforcer de respecter notre horaire. Ah, alors on a une autre question devant un micro. J'ai une question à l'étage, c'est possible? Vous n'avez pas abordé la question des jeunes et des réseaux sociaux, la vie privée, comment est-elle protégée dans ce domaine? De la même façon, les règles juridiques ne distinguent pas selon les supports, encore une fois. Chacun a droit à la protection de sa vie privée, quel que soit le média, mais au sens de support de ce qui constituerait une intrusion dans cette vie privée. C'est la tâche des juges après d'arbitrer. Et des tables rondes suivantes évoqueront plus particulièrement la question des réseaux sociaux. Voilà, moi je me suis contenté de dire qu'il y avait ce texte spécifique quand je révèle des informations précises permettant d'identifier et de localiser un individu dans l'objectif de lui nuire. Ça, c'est une disposition pénale spécifique. Et on a aussi, si vous voulez, une disposition pénale spécifique qui a été prise pour lutter contre, ce qu'on appelle... En 1970, on parlait encore de presse populaire à sensation. Bon, de toute façon, maintenant, on parle de presse people. Et donc, pour ce qui est numérique, c'est pareil, on ne traduit plus. C'est quand même le poids de cette emprise anglo-saxonne. Vous avez une disposition spécifique sur Internet pour ce qu'on appelle le phénomène des revenge porn, où, après une séparation, je vais diffuser des photos de mon ex dénudé. Voilà. Ça aussi, c'est une pratique qui a émergé sur les réseaux sociaux et dont le législateur s'est saisi pour l'interdire avec une disposition pénale spécifique. Donc le principe général est le même, et quand on a un phénomène trop répandu, parfois une loi pénale spécifique est votée. Alors merci beaucoup, on m'a donné un micro. Je suis enchantée de cette question qui va tout à fait dans le sens de la mienne. Nous fêtons dimanche 20 novembre la Convention internationale des droits de l'enfant et nous venons d'évoquer très largement la protection de la vie privée. J'ajoute, qu'en est-il de la protection de la vie privée des enfants, avec deux exemples qui parleront à tout le monde. Se développe actuellement dans le monde entier une exploitation des enfants sur les réseaux sociaux que l'on montre, dont on se sert comme support publicitaire, comme modèle, comme acteur, etc. Alors ces enfants-là
bien entendu, personne n'a songé à leur demander leur consentement, dans la mesure où ce sont les parents qui en sont responsables. Donc, première question. Si, c'est une question. Deuxième exemple, les enfants et adolescents ont accès tout à fait libre et facile aux réseaux sociaux, ce qui leur permet d'y faire ce qu'ils veulent, notamment écoutez, de s'en prendre à leurs camarades, à leurs voisins de classe, à leurs voisins de quartier, etc. Quelle est la limite, puisqu'on parle du droit et des droits, de leurs responsabilités? Et tous ces jeunes, enfants et adolescents, un jour ou l'autre, risquent d'être rattrapés par la grosse mémoire d'Internet qui va rebalancer au moment opportun des choses, un passé, une expérience pour lesquelles ils n'ont eu aucun choix et aucun droit au consentement. Est-ce que toutes ces problématiques commencent à émerger dans les réflexions juridiques? Dans les réflexions juridiques, oui, elles ont émergé. La loi a toujours un train de retard sur la réalité. Le Parlement est fortement encombré. Donc, voter une nouvelle loi est toujours quelque chose de compliqué, particulièrement en ce moment, compte tenu des aspects de majorité. Néanmoins, alors vous avez dit le monde entier. Bon, le droit, il est franco-français. C'est un de ses problèmes, d'ailleurs. Vous avez une harmonisation, une convergence européenne, mais c'est pas une uniformité non plus. Ce qu'on va appeler les enfants youtubeurs, et notamment deux jeunes enfants, dont pour le coup là je donnerai pas le nom, mais qui vraiment ont été énormément exposés, en tout cas par leur mère, qui apparaît également dans les vidéos, enfin derrière la caméra. Et on a voté on a voté une extension, parce que vous avez aussi parlé des acteurs. Alors, tout ce qui est justement les enfants dans le spectacle et dans la création artistique, du type chanson, acteur, c'est déjà régi. Et justement, on a élargi les règles pour les enfants youtubeurs en considérant justement qu'ils devaient être soumis aux mêmes règles, que c'était un travail. Et donc, il y a des règles protectrices. Là, on est sur on est sur le droit du travail et on est sur l'extension de règles protectrices du droit du travail. On va regarder le nombre d'heures pendant lesquelles ils sont sollicités pour la réalisation de ces vidéos. Il y a des données aussi également sur la question de leur rémunération qui doit être bloquée, c'est-à-dire que les gains financiers engendrés par l'exposition de leur image, comme pour les acteurs et les chanteurs, doivent être déposés sur un compte bloqué jusqu'à leur majorité. Je ne sais pas, pour être très franc et en toute humilité, sur la règle du consentement, effectivement, je ne sais pas ce qu'il est prévu, parce que dans un cas bien précis, on est très embêté, parce que juridiquement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un mineur, moins de 18 ans, au sens du droit français, un mineur, le consentement relatif à son image, comme tout consentement le concernant d'ailleurs, doit être exercé par ses parents, par les titulaires de l'autorité parentale. Et je vous avouerai ne pas connaître le détail, effectivement, parce que finalement, la loi gère les conséquences. Qu'est-ce qui se passe quand effectivement l'image de l'enfant est utilisée sur Internet, donc le nombre d'heures, la rémunération. Mais c'est vrai que sur prendre le mal à la racine et la caractérisation du consentement, je vous avoue ici ne pas pouvoir vous apporter de réponse précise. Après, sur ce que vous disiez sur s'en prendre aux autres sur les réseaux sociaux, c'est le harcèlement. Ça existe dans la vraie vie. Il faut comprendre que, à propos d'Internet, il faut quand même dédramatiser. Il y a des très forts enjeux. Mais d'un point de vue juridique, il y a tout un tas de mécanismes prévus dans la vraie vie qu'on transpose à Internet, tout simplement, dont le harcèlement. Éventuellement, en l'adaptant, le harcèlement a aussi été adapté dans sa transposition sur Internet. Et donc, on a une disposition spécifique sur le cyberharcèlement qui est assez intéressante, parce que pour qu'il y ait harcèlement,
Et donc, il faut une répétition d'actes. Et donc, pour être harceleur, il faut commettre une répétition d'actes. Et sur Internet, la législation fait que il peut y avoir une répétition d'actes contre une victime et que chacun de ces bourreaux, disons-le comme ça, n'a fait individuellement qu'un seul acte. Dans l'ancienne législation, c'était pas répréhensible. Dans cette nouvelle législation Internet, ça le devient. Je n'ai moi-même envoyé qu'un message d'insulte ou de menace, mais ça participe d'un harcèlement en meute ou d'un raid de harcèlement, donc je ne suis pas le seul, eh bien c'est répréhensible. Ça, c'était votre deuxième question, et vous avez vu que j'essaye de n'oublier aucun des sujets que vous avez abordés. Le troisième point, c'était la mémoire numérique, gros enjeu. Il existe une disposition spécifique de droit à l'oubli concernant les mineurs, qui est prévue par la loi Le Maire de l'automne 2018, disons, récent à l'échelle juridique, qui donne aux mineurs la possibilité, à leur majorité, d'une demande auprès des plateformes pour faire effacer le contenu qu'ils auraient publié. On a cette disposition spécifique dans notre loi. Après, se pose la question de la réception de cette règle par les opérateurs d'Internet qui, en général, ont leur siège en Californie avec des règles juridiques différentes. Et donc, ça deviendrait un petit peu long et technique. Ce droit à l'oubli. Et alors, pour le coup, un droit qui marche pas mal du tout, qui est un droit à la désindexation. Je peux m'adresser au moteur de recherche pour que, quand on tape Guillaume Sauvage dans un moteur de recherche, on ne retrouve pas cette image malencontreuse, quel que soit l'âge auquel j'ai posté cette image. On n'est pas limité à la minorité, comme le droit à l'oubli de la loi Le Maire. Et si j'expose un motif légitime, notamment l'écoulement du temps, et mon changement de position par rapport à cette publication que j'ai faite, ou bien qui a pu être faite par un tiers, je peux en obtenir la désindexation. Alors ça n'est qu'une désindexation, ça n'est pas supprimé d'Internet, mais ça ne sortira pas dans la liste des résultats quand on fait une recherche sur un moteur de recherche. Donc c'est une solution intermédiaire. Si on est pragmatique, si ça ne sort pas dans la liste des résultats d'un moteur de recherche, ça signifie que ça sera quasiment pas consulté. Quasiment pas, on ne peut pas dire pas. Et ça reste en ligne. Mais le droit à la désindexation, excusez-moi, est quelque chose de très utile. Et ça s'exerce par des formulaires qu'on adresse directement au moteur de recherche. Ils sont assez planqués, ces formulaires. Donc le paradoxe, c'est que si vous prenez le plus célèbre des moteurs de recherche, je ne vais pas donner son nom parce que je ne veux pas faire de pub, en fait, vous tapez formulaire de désindexation dans le moteur de recherche et il va vous le fournir. Alors que si vous essayez de naviguer dans l'arborescence du site du moteur de recherche, vous ne le trouverez pas. C'est un peu retorse. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement souple. Hein. On fait ça en ligne. Alors c'est juridique, hein, donc on peut toujours tenter de le faire à titre individuel. C'est mieux si on arrive à mobiliser quelques aspects juridiques sur ce qui constitue un motif légitime pour solliciter la désindexation. Pardon, j'ai été très long, mais il y avait beaucoup de questions en fait dans votre intervention. Si. Oui, bonjour. Une question toute simple. Est-ce que la loi aujourd'hui permet à une personne incarcérée, d'avoir une vie privée ? Bien entendu. Bien entendu. Alors, après, avec des limites, là, on revient sur un sujet plus vaste, qui va être la conciliation de différents droits. Mais j'ai deux exemples précis pour vous répondre. Un qui permettra de dire qu'en principe, oui, les photos d'un détenu célèbre, artiste, qui a été condamné pour avoir tué sa compagne. Les photos de cet artiste, chanteur de rock en détention, publiées dans la presse, Bertrand Cantat, ont été condamnées pour atteinte à sa vie privée, sur le fondement de l'article 9 du Code civil. Donc de ce point de vue-là, de principe, en détention, je conserve une vie privée. Avec des possibles aménagements du fait que je suis en détention et que je subis une sanction pénale qui a été décidée par une juridiction française, selon la législation française. Et donc effectivement, pour un exemple récent, paroxystique, il faut bien le dire, mais quand
Salah Abdeslam a contesté le fait qu'il soit sous surveillance vidéo 24 heures sur 24, ne lui laissant donc aucune intimité, sous la réserve que ces vidéos n'étaient pas non plus diffusées en direction du grand public, mais c'était surveillé par le personnel pénitentiaire. Bon, et bien là, un autre arbitrage a été fait. Le droit est tout le temps la conciliation et l'arbitrage d'intérêts et de droits contraires, et notamment d'intérêts individuels et d'intérêts collectifs, ou de ce qu'on considère comme la protection d'intérêts collectifs. Et ça, on a notre mot à dire en votant lors des élections législatives. Mais il a cherché à contester ça, et la vidéosurveillance H24 a été maintenue. L'intérêt public, entre guillemets, a prédominé. S'il n'y a plus de questions, est-ce que vous me permettez d'en poser deux? La première, vous avez dit tout à l'heure que les parents étaient garants de l'image de leurs enfants. Est-ce que donc c'est eux qui doivent porter plainte lorsqu'il y a diffusion d'images de leur enfant? Bien entendu. Bon. Bien entendu. En droit de la famille, c'est intéressant ça, parce que en droit de la famille, l'autorisation de diffuser l'image de son enfant, c'est pas ce qu'on appelle un acte usuel de la vie courante. C'est-à-dire, ça peut pas être autorisé par un seul des deux parents, des deux titulaires de l'autorité parentale. Il faut les deux. Et donc, pour l'image de l'enfant, il en va comme pour de tout autre sujet. On a parlé de les romanciers tout à l'heure ont parlé de la paternité, de la maternité. Des enfants mineurs, on s'en occupe, oui. Et effectivement, c'est à eux de faire les démarches. Et comme suite de cette question, est-ce que les parents peuvent, à la limite, à partir de là, interdire à leurs enfants la diffusion de leur propre image? Techniquement, c'est possible. Théoriquement, c'est possible. En principe, toujours dans la sphère du droit de la famille, on considère qu'à partir d'un certain âge, l'enfant doit être associé à la décision. Mais c'est associé à la décision. Oui. Et en droit de la famille, sur les questions traditionnelles, courantes, c'est l'âge de raison. Il y a une première charnière à l'âge de raison, 7 ans, et il y a une deuxième charnière à 13 ans. Donc, Mais le principe est celui de l'association de l'enfant à la décision. En principe, en théorie, les parents ont le dernier mot. Merci. Nous allons nous arrêter là et nous vous souhaitons bon appétit. Non, j'avais juste une toute petite question, qui rallonge, enfin qui a percé en fait la précédente. Qu'est-ce qu'il en est d'enfants ou de petits-enfants qui utilisent les images de leurs grands-parents? Et est-ce qu'on considère que... Est-ce que des grands-parents peuvent légitimement porter plainte pour un usage des images des archives familiales, par exemple? Techniquement, oui. Après, et je conclurai là-dessus, techniquement, oui. Si vous considérez que c'est une violation de votre droit à l'image, vous pouvez agir. Après, il ne faut pas négliger, ça a été dit en introduction, l'aspect de l'éducation aux médias et l'aspect d'éducation aux outils. Le droit ne peut pas tout et la justice est bien encombrée. Mais on y trouve des conflits qui peuvent être du même ordre que celui que vous évoquez. Merci à tous les deux pour avoir... Et vous avez respecté le temps et vous avez rendu passionnant un sujet difficile. On se retrouve tout à l'heure à 14h30. Bon appétit.
prendre le tien, non? Poser des questions.